Bonjour, bienvenue sur Ping, un podcast sur le leadership conscient. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu sur le côté, d'une certaine manière, parce que Mona Caroline Chavas, tu n'es pas une CEO d'entreprise, une grande entreprise, tu es avocate en éthique. Et donc, on va parler de l'éthique. Est-ce que tu peux me dire en quoi l'éthique est aujourd'hui importante pour les entreprises et comment toi, tu ferais le lien, typiquement, entre le leadership conscient, le leadership et l'éthique? Alors bonjour, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie d'être là et grande fan de tes podcasts. Merci. Alors l'éthique, en fait, c'est presque tellement l'ADN de ce qui fait notre humanité qu'on l'a presque oublié, en fait, parce que c'est invisible, c'est impalpable. Et donc aujourd'hui, on doit, et certaines entreprises ont déjà pris le pas, se poser la question de quelle est notre éthique? Déjà, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Et en quoi, en fait, ça peut être vraiment moteur d'une stratégie consciente et à impact. Et donc, aujourd'hui, la vraie question pour les leaders, c'est est-ce qu'ils se sont même déjà posé la question de leur éthique personnelle, de l'éthique de leur organisation, et ce qu'on va mettre dedans, évidemment. Et par ailleurs, il y a un autre point qui me semble essentiel pour les entreprises qui sont à l'international, c'est que l'éthique, c'est culturel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est déjà vrai, je pense, en France. C'est-à-dire que tu peux considérer que ce que toi, tu considères éthique ne l'est pas nécessairement pour les autres. On a quand même des règles sociales à peu près structurées, mais on n'a pas forcément tous les mêmes règles éthiques. Mais en plus, au niveau international, ça change. Parce qu'en fait, ce qui est OK dans un pays ne l'est pas nécessairement dans un autre. Alors, c'est une très bonne question. Et en même temps, j'aime bien aller à contre-courant de ça. En fait, on revient à la question de la substance de l'éthique. Qu'est-ce qu'on met dedans? Et c'est vrai qu'il y a des enjeux sociologiques, sociétaux, culturels, civilisationnels, mais même à travers les époques. Ce qui était OK il y a 30 ans ne l'est plus nécessairement aujourd'hui. On voit tous de quoi je parle. Cela dit, il y a quand même des fondamentaux, en fait, qui pourraient rejoindre en fait les droits humains. On oublie qu'il y a aussi de l'éthique dans le droit, parce que le droit, on voit ça comme quelque chose de soporifique, de compliqué, etc. Mais on oublie que quand même le droit, c'est un jour la société qui a décidé que pour faire société, on allait poser des bases. Et ces bases, notamment, sont les droits humains. Et ça, ce sont des... Alors, bien sûr, on pourrait dire qu'il y a des pays qui n'ont pas de droits humains, on ne les respecte pas, etc. Mais quand on interroge les individus sur quels sont les fondamentaux de l'éthique à travers... Moi, j'ai eu l'occasion de voyager pas mal en Amérique latine, en Asie, en Afrique et bien sûr en Occident. En fait, il y a quand même des fondamentaux comme ne pas atteindre à la vie, à l'intégrité physique, à la santé. Ça fait partie déjà de l'éthique. Il y a pas mal d'entreprises qui ne se posent pas même déjà ces questions-là. Après, il y a l'éthique, je dirais pas plus périphérique, mais je veux dire la couche, je dirais il y a ceinture noire ou pas de l'éthique. Et où là, effectivement, on voit des différences, typiquement sur le temps de travail, ce qui se fait en société ou pas. Donc oui, il y a des différences culturelles, mais il y a quand même des fondamentaux. Moi, je me rappelle quand j'enseignais, j'enseigne encore tout ce qui est éthique et éthique du numérique. J'ai demandé à mes étudiants qui venaient du monde entier quel est pour vous le droit humain le plus important, qui sera en fait le socle de ce fameux ADN éthique. Et alors tous les Européens ont répondu à la vie privée, complètement, je pense, brainwashés par le fait que maintenant l'éthique, c'est de protéger nos données perso. Les étudiants en Amérique latine ont répondu plutôt le droit, la non-discrimination, l'égalité. Et mon étudiant chinois a dit le droit à la vie. Donc ça montre aussi qu'on a créé nos propres biais en fonction du luxe, j'ai envie de dire, éthique dans lequel on vit. Mais les trois éléments que tu as appelés au tout début, c'est-à-dire ne pas atteindre à la vie, etc., les gens se disent, enfin ceux qui nous écoutent, j'imagine, se disent, bah non mais évidemment, mais en même temps, est-ce que c'est de manière directe ou indirecte? Et là, du coup, si on parle de l'indirect, et voilà, on parle beaucoup des limites planétaires, bien sûr, pas que de l'écologie. Là, il y a beaucoup d'entreprises qui atteignent à la vie, en fait, et du coup, qui respectent pas nécessairement cette éthique, ou alors, en tout cas, c'est pas très aligné avec l'éthique que potentiellement ils donnent. Tout à fait. Ce qui est pas évident pour les entreprises, c'est que parfois le dommage éthique qu'elles provoquent ou le risque éthique qu'elles prennent, les victimes ne sont pas vues, ne sont pas visibles ou ne savent même pas qu'elles en sont victimes. Donc ça, c'est notamment sur les dommages un peu
plus globaux. Mais pour moi, c'est beaucoup plus direct. Typiquement, certains clients sont dans les jeux vidéo. Ils nous disent, est-ce que dans la manière de développer notre jeu vidéo, on va inciter au suicide ? C'est le droit à la vie, en fait. Est-ce que quand on travaille sur les réseaux sociaux, par exemple, dans la manière de gérer le réseau social, on va atteindre à la santé, on va inciter le harcèlement, etc. Donc c'est aussi atteinte à la santé, à la vie. J'ai d'autres cas, même en pharma ou en e-santé, où des personnes ont pris des risques dans certains développements, même si c'est super réglementé. Et il y a des dilemmes éthiques. Est-ce qu'on investit plutôt sur cette maladie ou telle autre ? Là, ça va rapporter plus, mais il y aura moins de patients. Là, il y aura beaucoup plus de patients, mais ça va coûter beaucoup plus cher. Donc l'éthique, c'est pas uniquement ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est aussi comment est-ce qu'on va, avec humilité, mais aussi ambition, appréhender les dilemmes. Parce qu'en fait, l'éthique, c'est ça qui est fascinant, c'est que ce sont des dilemmes permanent si on essaye de factoriser tout ce qui pourrait faire le bien, j'ai envie de dire. Et puis plus fondamentalement, nous notamment on monitore des lignes d'alerte éthique pour les entreprises, donc le fameux whistleblowing interne. Il y a des cas en entreprise où même dans la façon de gérer l'entreprise, des personnes ne vont pas bien du tout. J'ai des lanceurs d'alerte qui sont au bord du suicide et leur dernier recours, en fait, c'est de venir chez nous et on essaye de... Alors, on n'est pas psy, mais on essaie d'avoir une approche la plus holistique possible. Et ça, c'est vivre l'éthique, en fait. C'est de dire quelle est, en tant qu'entreprise, c'est pas uniquement d'avoir des valeurs, c'est un peu facile de se faire un petit week-end où on va sortir 4 valeurs qu'on va mettre sur le site internet. C'est comment, comme diraient les Anglais, how to walk the talk. C'est comment on va vraiment opérationnaliser ces valeurs en ayant l'humilité de reconnaître, c'est comme dans une famille, personne n'est parfait. Comment on va arriver à un moment à faire ressortir tout ça. Et puis il y a bien sûr la réflexion ESG aujourd'hui sur l'environnement. Et là, en fait, l'éthique peut être partout, mais elle est tellement partout que finalement, on l'oublie, on ne l'a pas définie, on n'a pas pris des engagements et surtout, on n'a pas mis des outils ou des processus en place qui permettent de faire ressortir les dilemmes et de les appréhender. On pourrait l'aborder aussi, mais en intelligence artificielle et en technologie, on voit des choses fascinantes. Oui, bien sûr. En fait, ce que tu dis, c'est que l'éthique, on pense que ça va de soi, mais en fait, ça ne va pas de soi du tout. C'est quoi les grands enjeux de l'éthique pour une entreprise ? Enfin, les grands enjeux de l'éthique de manière générale, j'imagine. Le premier enjeu, en fait, c'est d'être justement cette fameuse entreprise responsable. Tout le monde parle de responsabilité. On ne peut pas être responsable si on n'a pas une réflexion et même un comportement éthique. Un enjeu de durabilité, qui est aussi un autre mot à la mode, mais en fait, pour être durable, ça ne marche pas sans éthique. Et puis aussi un enjeu de reconnecter la société au sens sociétal et la société au sens entreprise. Et moi, j'adore en fait rappeler le fait que la société, en fait, c'est une fiction du droit, l'entreprise. Un jour, pourquoi la personne morale existe ? Il y a quelques siècles, on a réalisé que si les personnes devaient investir leur propre argent pour prendre des risques, ils allaient vite arrêter parce que sinon, leur maison allait y passer, la scolarité de leurs enfants ou même leur job, etc. Et du coup, on a créé cette notion de personne morale qui permet aux entreprises d'exister et de responsabilité limitée, ce qui n'est pas toujours une bonne idée, pour dire en fait, pour oser prendre des risques, pour innover, en espérant que l'innovation apporte le progrès, c'est pas tout à fait la même chose. On va permettre aux humains de se rassembler autour d'une notion d'entreprise. Et donc l'entreprise doit se rappeler aussi que sa raison d'être, avant de définir sa propre raison d'être perso, le fait même de pouvoir exister en tant qu'entreprise au départ, c'est parce qu'on lui a donné finalement une mission de progrès. Et l'éthique doit rester cette espèce de phare dans la nuit, ou cette constante, même quand tout le reste va mal ou évolue. Et cette éthique elle-même peut évoluer. Encore une fois, moi j'accompagne des entreprises qui n'avaient pas du tout le même angle éthique il y a 20 ans et aujourd'hui. Tout à l'heure, tu as dit que éthique et durabilité, ça allait de soi, mais ça ne va pas nécessairement... Enfin, je me pose la question, ça ne va pas nécessairement de soi. Je veux dire, je pense qu'il y a plein de gens qui pensent travailler dans une entreprise qui est éthique, qui pensent eux-mêmes être très éthiques, et pourtant, ils sont dans une logique comme... La très grande majorité des entreprises, de maximisation des profits, de performance financière uniquement, ou quasi uniquement, qui, par définition, s'oppose avec, de l'autre côté, la robustesse, la résilience et donc la durabilité. Et donc ça voudrait dire quasiment qu'aucune entreprise est éthique, si ça va de soi, je veux dire. Tout à fait. Et c'est lié, je pense, vraiment à ce qui fait notre humanité, et notamment les neurosciences nous aident aujourd'hui. On n'est pas éthique ou pas éthique. Tu peux être quelqu'un de bien, en tout cas tu as l'air, mais tu peux prendre de très mauvaises décisions ou parfois faire quelque chose qui est peut-être pas super clean ou pas éthique.
Mais moi, je me pose la question quand je brûle un feu rouge à vélo, alors il faudrait couper ça. Je fais plein de trucs qui ne sont pas éthiques, je te confirme. Voilà. Mais donc, en fait, c'est ça qui est assez génial, c'est que l'humain reste imprévisible. L'homo economicus, on le sait, n'existe pas tant que ça. Et donc, en fait, on prend tous des milliers de micro ou macro-décisions sur une journée. Et chaque décision est en fait le résultat d'un ensemble de facteurs contextuels, pression, objectif business, ce qui fait que tu es toi, tes tripes, tes émotions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal d'études empiriques qui montrent, il y a d'ailleurs un prof à Harvard qui a interviewé des CEO en prison en disant mais comment ça se fait que même un dirigeant qui a tout ce qu'il faut, qui a une tête bien faite, qui veut faire le bien, qui a pris des engagements éthiques, etc., s'est quand même fait prendre sur du harcèlement, de la fraude, des choses vraiment bateaux, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que rien ne va de soi. Et même en bossant dans l'éthique, je me pose encore parfois des questions éthiques moi-même dans la manière de gérer certains dossiers, certaines enquêtes. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est de savoir quels vont être les drivers, vraiment les facteurs qui vont influencer une décision éthique ou pas. À titre individuel, mais aussi en tant qu'entreprise, qu'est-ce que l'entreprise peut mettre en place pour essayer de guider en tout cas les équipes dans une direction qu'elle a estimée éthique. Je prends un exemple sur le digital. On estime aujourd'hui que c'est éthique d'être dans la frugalité, dans la sobriété, pour éviter un impact environnemental trop fort. Comment tu vas inciter la frugalité ? C'est là que l'entreprise peut jouer un rôle éthique au-delà de compter sur l'éthique individuelle. Et d'ailleurs, je ne sais plus quel sociologue, il faudrait que je retrouve la source, disait dans tout groupe, tu as plus ou moins 5% de psychopathes. Donc ça, c'est un peu foutu. 10 à 15% d'éthiciens, ceux qui vraiment ont presque ça respirent l'éthique dans tout ce qu'ils font. Et puis 80% qui sont en fait influencés par le contexte, par leur cerveau, par leurs émotions, par les objectifs. Et dans pas mal d'entreprises, ce qu'on voit, c'est que dès lors qu'on met l'accent uniquement sur un type d'objectif, si on ne rappelle pas en même temps les autres, typiquement, il faut faire 10% de croissance, alors qu'on a des valeurs et qu'on a un programme éthique, etc., si on ne le rappelle pas au moment où on met une pression financière ou business, le cerveau peut rentrer dans de nouveaux silos. Et moi, je l'ai vu dans des entreprises qui, typiquement, avaient résisté à une acquisition hostile, en disant « nous, on va résister parce que l'entreprise qui veut nous acquérir est beaucoup moins éthique, justement. » Donc, c'est un gros choix éthique de dire « on va résister à une acquisition hostile ». Mais derrière, une fois qu'ils ont résisté, on dit maintenant les actionnaires veulent qu'on fasse quand même 5% de chiffre, de croissance. Et donc il y a des messages très forts qui sont passés en disant on a montré qu'on était éthique en résistant à l'acquisition hostile, mais maintenant il va falloir délivrer. Et tout le monde était sous pression. Et donc là, moi j'ai rappelé quand même aux dirigeants que ce serait peut-être bien de leur expliquer comment on va atteindre les 5% sans faire n'importe quoi. Et n'importe quoi, ça pouvait être notamment appréhender le travail des enfants dans la chaîne de production, la discrimination sur certains choix d'investissement de projet, etc. Donc c'est assez fascinant. Et les neurosciences aujourd'hui nous apportent quelque chose qui n'existait pas avant. Et donc le grand shift, c'est qu'on passe de l'éthique théorique ou déclarative à l'éthique comportementale. Comportementale à titre individuel et comportemental, collectif, mais aussi en tant que personne morale, justement. La fameuse. Voilà, la fameuse. J'ai reçu Emery Jacquia, qui est le CEO de la Camif. Ouais. Et lui, c'est le premier à avoir refusé de faire Black Friday. Tu vois, justement pour être aligné avec son éthique. Et l'éthique définie pour l'entreprise. Mais, en fait, ce qui est étonnant, c'est que quand je t'écoute, je me dis, bah oui, mais du coup, beaucoup d'entreprises sont prises dans le business et ne sont pas éthiques. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais... Et pour ceux qui nous écoutent, du coup, il y a une dissonance qui est forte, nécessairement, parce qu'ils ont l'impression de faire le bien. Alors, il y en a aussi, et j'en ai rencontré, bien sûr, des gens qui n'ont pas la même lecture du monde, par exemple, que moi. On n'évolue pas dans les mêmes bulles et qui me disent... Il n'y a pas de problème. Laissons les entrepreneurs faire ce qu'ils veulent. Le problème, c'est surtout la réglementation. Je vois ça aussi. Donc, du coup, ils ont l'impression d'être éthiques parce que de toute façon, finalement, le changement climatique, les limites planétaires, c'est un peu éloigné. C'est pas vraiment les soucis des entrepreneurs. Et finalement, le sujet ne se porte pas. Enfin, la durabilité, pourquoi pas, mais la durabilité de leur entreprise. Tu vois, ils ont pas fait le lien vraiment... entre durabilité de la planète, du vivant
et de leur entreprise, même s'ils font partie du vivant, a priori, c'est des êtres humains. Mais tu vois ce truc qui est extrêmement présent. Après, on parlera évidemment du digital, de l'IA, etc., parce qu'il y a énormément de sujets à aborder, mais il y a vraiment ce que je trouve intéressant dans ce sujet de l'éthique, c'est que c'est le sujet d'abord le moins bien partagé, alors qu'on a l'impression que ça va de soi, que on a l'impression que ça va de soi, mais en fait, on le fait pas, et qu'on fait des entorses quotidiennes, plus ou moins quotidiennes, mais quand tu es une entreprise, quand même plutôt beaucoup et au niveau individuel, ça peut nous arriver aussi, bien sûr. Comment tu accompagnes, comment les personnes qui nous écoutent peuvent réfléchir à s'aligner un peu mieux avec leur éthique qu'ils ont, à mon sens, dans leur tête. Toutes ces personnes, ce que tu disais, c'est des gens bien. Et c'est vrai, l'exemple de ces CEO qui se retrouvent en prison, et je pense, je sais pas pourquoi, j'ai une petite pensée à Cahuzac, tu vois, qui... c'est incroyable comment on arrive dans une situation comme Cahuzac. Il était ministre du budget, je crois, de mémoire. Je suis pas certain, donc je vais pas dire n'importe quoi, mais qui s'est battu contre la fraude fiscale pour se faire prendre pour fraude fiscale. C'est incroyable. Enfin, et on se dit, mais comment on peut arriver à cette situation? Et c'est vrai que c'est étrange. Enfin, je veux dire, j'imagine que c'est un homme intelligent. Et c'est vrai qu'il aurait pu mieux le cacher, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très étrange qu'il se fasse prendre au piège qu'il est en train d'essayer de lui-même de créer. Et on le voit en entreprise, hein, j'ai un cas de Chief Ethics Officer, donc un directeur de l'éthique, qui a été remercié pour harcèlement aggravé sur son équipe. Ouais. Donc il faut se méfier des éthiques, encore une fois, déclaratives. Alors pour répondre à ta question justement sur le comment, hein, c'est ce que je comprends, c'est vraiment comment on va, je parlais d'ADN, comment on va intégrer l'éthique dans le cœur business, en fait. Tant qu'on voit ça comme une couche en plus, un petit truc un peu fonction support, un petit document sympa sur le site avec notre responsabilité, ça marche pas. Donc en fait, il faut se demander dans notre business, les décisions clés, les projets clés, comment ils sont pris et comment ils sont mis en œuvre. Et donc c'est là qu'il faut déjà, pour moi, c'est vraiment de la gouvernance. Déjà, dans notre gouvernance de projet, dans notre gouvernance d'entreprise, est-ce que le sujet éthique intervient suffisamment tôt et haut? Alors, est-ce que ça veut dire d'avoir une personne qui a vraiment des réflexes éthiques qu'on met dans le COMEX? Est-ce que ça veut dire que sur chaque nouveau projet, on va avoir des questions éthiques qui font aussi partie des questions financières, des questions de delivery, etc. Donc voilà, comment on va intégrer... parce que l'éthique, c'est finalement se poser les bonnes questions au bon moment sur les bons sujets. Donc comment dans notre organisation interne, on va pouvoir intégrer aussi une gouvernance des enjeux éthiques dans la gouvernance et la gestion des projets, ou même dans la prise de décision parfois stratégique. Ça peut être conseil d'administration, mais aussi COMEX, et puis, bien sûr. Et puis en dessous, et même dans les entreprises libérées. Alors ça, c'est très intéressant aussi, comment on va intégrer l'éthique dans les entreprises libérées, parce que c'est très bien l'entreprise libérée, mais c'est très compliqué parfois d'avoir la gouvernance à ce niveau. Donc déjà, la gouvernance. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que ce sont des questions? Mais à quel moment on va l'intégrer? Ensuite, ça va être sur comment est-ce qu'on mesure le succès, les fameux KPI ou objectifs, dans la manière de définir les objectifs et même les contraintes d'un projet, comment l'éthique va être intégrée dans ces objectifs, même dans les évaluations, dans les promotions, dans les augmentations, dans la manière d'être évalué. Ça, du coup, tu en fais aussi un cœur business. C'est pas uniquement tu as augmenté tes ventes de 10%. Troisième outil qui est assez génial, c'est de dire « Ok, c'est bien d'avoir de l'éthique, de savoir en fait ce qu'on veut promouvoir et prévenir, par exemple l'égalité, la non-discrimination, éviter la pollution, etc. Mais quels vont être, nous, nos sujets éthiques sans doute plus prégnants compte tenu de notre business? Par exemple, je parlais du travail des enfants. C'est vrai pour des grandes boîtes qui ont des liens avec des champs ou des usines où c'est possible. Ou les manufacturiers, voilà. Bien sûr. D'autres qui sont uniquement en IA, on aura d'autres enjeux. Il y a des enjeux communs, mais il y a des enjeux aussi qui sont plus spécifiques parce que tu ne peux pas être complètement exhaustif. Donc c'est aussi d'avoir ce qu'on appelle, certains vont appeler ça la carte des risques, mais en fait, moi j'aime pas tout ce qui a l'air documentaire. Dire, OK, hi guys, maintenant c'est quoi nos vrais risques? Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain? Qu'est-ce que vous voyez dans la manière de prendre des décisions? Et ensuite, quels sont les mécanismes qui vont nous permettre presque en temps réel, c'est pas une formation et puis back to business, quels sont les mécanismes en temps réel qui vont faire que les personnes vont peu à peu acquérir des réflexes éthiques dans leur manière de faire. Je te donne un exemple, un responsable marketing va faire son marketing comme d'hab avec des outils marketing. Et puis on lui dit, tiens, quelles pourraient être les 2-3 questions à se poser systématiquement dans nos stratégies marketing? Et ça transforme la manière de faire, et parfois ça transforme même le produit. J'ai vu par exemple des plateformes ou des traitements
qui, en plus d'atteindre leur objectif business premier, avaient factorisé justement ces enjeux éthiques. Et là, ce qui est génial, c'est que ça se vend encore mieux. Donc, c'est une valeur ajoutée. Donc, en fait, on évalue la maturité d'une boîte en éthique en fonction de est-ce qu'elle voit ça comme un coût ou un investissement. C'est déjà très important sur quelle ligne on met ça. Et le dernier, c'est pas le dernier, il y en a plein d'autres, mais je fais synthétique, qui, moi, a changé ma vie quand j'ai été en entreprise, c'est vraiment d'avoir découvert le whistleblowing. Donc, c'est en fait de dire, on ne peut pas tout appréhender, et il y a des dilemmes qui ne sont pas toujours évidents, etc. Donc, on va vraiment créer cet espace sécurisé qui permet à quiconque de remonter les sujets ou les questions éthiques auxquelles il fait face. On va évidemment protéger la personne qui a le courage de parler, et on va appréhender. Moi, l'entreprise dans laquelle j'étais, c'est une multinationale. C'est public, hein. Il y avait 1500 alertes par an. La moitié était substantiée, c'est-à-dire que la moitié était effectivement des infractions à l'éthique, parfois même au droit, ou c'est pas nécessairement du pénal ou de l'infraction au droit, mais en tout cas c'était un véritable enjeu éthique, donc réputationnel aussi, et parfois financier, humain, etc. Et la moitié qui n'était pas substantiée, c'est pas que les personnes avaient abusé du système, c'est simplement qu'ils s'étaient posé des questions légitimes qu'on n'avait pas nécessairement qualifiées d'infractions à l'éthique, mais qui en tout cas soulevaient des questions intéressantes, notamment le fait de dire, par exemple, la com du CEO n'est pas du tout alignée avec les valeurs, donc comment on opérationnalise tout ça. On a l'impression qu'on fait une fois blanc, une fois noir. Donc voilà, gouvernance. Intégrer ça dans les KPI, les business, les décisions, comment on va stimuler les bons réflexes, et on ne les stimule pas de la même manière que des personnes en usine, des développeurs, des marketeurs, etc. Et puis justement, comment faire vivre l'éthique en permettant au sujet éthique de remonter. 2 points. Comment tu fais, parce que moi je le vois, donc c'est pour ça que je te pose la question, pour pas tomber dans le washing. Alors parfois il y a du washing assumé, c'est-à-dire qu'en fait ils le font de manière consciente. Mais moi, ce que je vois surtout, bon, ça, à la limite, voilà. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est des entreprises ou des personnes qui se font avoir par le washing de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils se disent, non, mais moi, mon entreprise, elle est hyper éthique, parce que ci, parce que ça, parce que ça. Alors après, il faut aussi remettre, par exemple, dans une très grosse structure, évidemment, tu peux pas transformer l'organisation en 2 secondes. Donc, il y a des étapes, et donc, même si c'est pas complet, c'est déjà pas mal d'avancer dans ce sens-là. Donc, il y a ça, c'est pas une question, mais enfin, j'imagine que tu comprends le principe, c'est-à-dire comment on dépasse le washing, même quand je crois, en fait, dans ce washing moi-même en étant salarié. Et la deuxième chose, quand je t'écoutais, j'ai pensé à ce biais cognitif qu'on appelle WEIRD, qui est Western European Industrialized Democracy, et en fait dans lequel en fait on tombe tous, enfin en tout cas nous en France, parce qu'on a l'impression que parce que nous on le pense comme ça, alors c'est la réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est le réel, parce que la réalité c'est justement ce qu'on pense, le réel c'est les faits. Oui. Alors il y a plusieurs questions. Ouais, au moins 2. Alors, le washing, pour moi, dans ta question du washing, en fait, il y a encore 2 questions dans cette première question. Il y a washing volontaire et washing... Oui, il y a le washing volontaire, mais aussi il y a l'effet de groupe. On revient au fait que potentiellement 80% des personnes sont influencées par le contexte. Et on voit qu'une fois que tout le monde commence à faire comme ça, même si on avait un sens éthique très fort, on commence à un peu comme dans les pays où finalement tout le monde brûle le feu rouge. Tu sais que c'est pas bien, mais en fait, tu y vas parce que tout le monde le fait. Et donc, à quel moment aussi on a le courage d'être en dissonance par rapport au collectif, parce que le pouvoir du collectif est énorme. On le voit même dans les universités. Tu vois quelqu'un qui triche à l'examen, est-ce que tu vas le dire ou pas? Si personne le dit, tu le dis pas. S'il y en a qui commencent à lever le doigt, tu dis toi aussi. Tu dis je vais le faire également. Donc vraiment, le pouvoir du collectif est énorme. Et là, déjà, une entreprise a, je veux dire, des leviers intéressants. C'est quels sont les exemples que montre le leadership? Pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils font. Ce qu'ils sont. Aussi, ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Et quand il y a une dissonance entre les paroles et les comportements, ça c'est le plus délétère, évidemment. Et puis, comment on arrive à évaluer, si je puis dire, à prendre la température de la culture éthique de l'entreprise. On parle beaucoup de culture, mais c'est pas évident, la culture. Qu'est-ce qui fait la culture, surtout dans les multinationales, mais également dans les petites entreprises? Cette culture peut évoluer très vite. Moi, je vois des entreprises qui, en 6 mois, n'ont pas la même culture, parce que la start-up est devenue scale-up, parce que la grande boîte fait face à une crise. Même dans les entreprises publiques, on travaille aussi pour des gouvernements, en fait. La culture peut varier au fil des élections, forcément. Bien sûr. Donc,
la culture est un mot très, très en vogue, mais attention à la prendre avec beaucoup de circonspection et pas la prendre pour acquise non plus. Donc ça, pour moi, c'est plutôt être très conscient de l'impact du leadership et du groupe sur l'éthique, qui n'est pas nécessairement du washing, mais qui peut vite venir un petit peu édulcorer la force de notre sens éthique. Maintenant, le washing, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est surtout en fait, être en contradiction entre ce que serait une éthique pratiquée et une éthique déclarée ou pensée. En fait, c'est un peu comme quand on pense qu'on est quelqu'un d'organisé alors qu'en fait on est bordélique. À un moment, il faut presque faire sa thérapie, être face à un miroir. Mais ce que je vois le plus délétère, ce sont les entreprises qui sont en contradiction. Ce ne sont pas celles qui ne sont pas éthiques. Je vois des équipes qui disent « Nous, on sait qu'en fait, notre produit, il n'est pas bon. On sait que c'est du profit court terme. Moi, je suis là pour telle raison. C'est pas génial, j'assume. » Mais il y a une sorte d'alignement même dans le non-éthique. Ceux qui sont alignés dans l'éthique, vraiment l'idée de mettre ça en œuvre, ça roule. Là où c'est vraiment en dissonance... Et alors, récemment, j'ai eu les trois mêmes commentaires sur notamment le secteur financier. Donc, la banque, qui est un des secteurs les plus réglementés, comme quoi la réglementation ne fait pas nécessairement l'éthique, hein, alors parfois oui, mais parfois non. Ils disent là, c'est vraiment le truc de on veut être responsable, durable, on veut tout transformer. En plus, on a des équipes de conformité il y a un amalgame aussi entre conformité et éthique. Mais ils ont dit, on a vu les pires choses en fait dans cette entreprise, tant dans les comportements des leaders que dans ce qu'on faisait en termes de portefeuille clients, etc. Et ça, ce sont les personnes que je trouve les plus abîmées. Ça peut abîmer hein, les personnes à l'interne. Ouais. C'est un peu comme, imagine, avec des parents avec leurs enfants qui vont dire tu peux pas faire ça, tu peux pas mentir. En fait, leur père, il ment tout le temps, tu vois. Donc en fait, ça crée vraiment des bugs même affectifs et existentiels, tant dans la sphère privée que dans la sphère publique également. Et on parle souvent de tone at the top, donc que le leader et les paroles, des paroles justes, en fait. Ils disent l'éthique, c'est important. Mais en fait, ça marche pas tant que ça. C'est vraiment le walk at the top. C'est comment il se comporte, comment... tu vas dire, il faut respecter tout le monde. Il dit pas bonjour dans l'ascenseur. Ben, en fait, voilà, tu as déjà créé ta dissonance. Donc, en fait, on est beaucoup maintenant dans la pleine conscience, en fait, mais c'est vraiment la pleine conscience éthique de soi. Et encore une fois, avec cette belle conscience d'humilité aussi, que même les plus smart se sont retrouvés en prison. Ça, ce sont les cas extrêmes. Et c'est là aussi... Encore une fois, tu disais beaucoup le prennent pour acquis, mais il y a des COMEX, des conseils d'administration qui disent mais évidemment qu'on est éthique, mais évidemment. Et quand on leur présente quelques dilemmes, alors là, ça commence à cogiter, à dire en fait, c'est pas si simple. Je reprends l'exemple du travail des enfants. Tu peux dire ok, pas de travail des enfants. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Donc on les embauche pas? Non, on les embauche pas. Mais du coup, ils feront quoi? Ben, ils seront à la rue. Donc ils seront dans la prostitution sans doute, dans cette ville-là. Ok, mais donc on les garde. Oui, donc on assume qu'on fait du travail des enfants. C'est ça, donc c'est pas non plus donc une approche silotée où j'en viens weird maintenant, ce qui est bien et pas bien, ce n'est pas uniquement bien ou pas bien d'un point de vue culturel, c'est à quel moment on va, avec nos valeurs, avec nos biais occidentaux aussi, prendre le contexte en main et essayer d'appréhender justement ce qui nous semble le plus juste dans cette situation-là. Là où c'est difficile, c'est quand ce qui nous semble juste pourrait être néanmoins infractionnel, parce que c'est illégal le travail des enfants. Bien sûr. Mais c'est peut-être encore pire de les livrer. Donc... Idéalement, il faudrait créer des écoles et les accompagner dans l'apprentissage. Mais bon, toutes les boîtes ne le font pas. Ouais. Et il ne suffit pas de construire une école pour être une entreprise éthique non plus. Donc, Non plus. Mais tu vois, enfin, je reviens, parce que je sais que je t'ai déjà posé la question, mais quand je t'entends, je sais aussi que... je le vois, c'est pour ça que des gens qui n'ont aucune notion d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont l'impression d'être une chose, ils agissent dans le sens inverse, mais ils n'en ont aucune conscience. Et je le vois chez des militants écolos, je le vois chez des patrons de boîtes, je le vois dans la vie du quotidien. C'est très surprenant. Et alors, c'est beaucoup plus difficile quand... Enfin, j'ai l'impression que c'est plus difficile. Et tu vois, là, je repense à l'élection de Trump, mais au moins, tu vois, il est clair et net, il n'est pas éthique, et tu sais pourquoi tu votes d'une certaine manière. De l'autre côté, quand la personne te dit, ben moi je fais ci, je fais ça, ou je pense ci, je pense ça, mais qu'en fait, il fait l'inverse, c'est très perturbant parce que la personne, sans doute qu'elle est convaincue qu'elle fait, entre guillemets, le bien, et au final, pas vraiment, pas du tout. Et c'est là où ça devient plus complexe, j'ai l'impression, non? Oui. Alors là, c'est intéressant, cette prise de conscience.
on a mis en place notamment, encore une fois, des approches qui permettent d'humaniser l'éthique. Et humaniser, ça veut dire aussi de prendre conscience de ce qui colle ou ce qui ne colle pas. Et il y a cette idée d'un diagnostic éthique, déjà. Mais donc de confronter parfois des équipes à des questions. Et elles vont par exemple se rendre compte qu'elles ne vont pas résoudre le sujet ou le dilemme de la même manière selon qu'il y a un ami impliqué ou pas. Typiquement sur un conflit d'intérêts, sur le fait d'avoir été discriminant, d'avoir eu fait du favoritisme, etc. Donc là, c'est très intéressant d'être déjà, sans les accuser, on est tous humains, ça pourrait nous arriver, enfin ça nous arriverait certainement aussi, donc il n'y a pas du tout de jugement, de dire ok, en fait c'est intéressant d'avoir cette prise de conscience progressive. C'est un peu comme quand tu penses que tu es en bonne santé et tout à coup tu vas chez le médecin et tu fais un diagnostic, tu dis en fait tu n'es pas en si bonne santé que ça, il y a 2-3 sujets. C'est ça, c'est en fait d'accompagner à cette prise de conscience qu'il faut aussi qu'une fois qu'on en prend conscience, on va mieux. Enfin, je veux dire, on est en général, quand on se sent aligné, ça va beaucoup mieux. Maintenant, sur l'autre sujet, ce fameux espace de parole, enfin, le speak-up, le whistleblowing line, peu importe, donc cette ligne d'alerte éthique, qui n'est pas uniquement d'alerte, c'est parfois aussi des questions éthiques. Et là, quand il y a des questions, notamment sur des managers, des leaders ou des personnes, et qu'on les confronte, on ne les confronte pas toujours, parce que parfois c'est très compliqué stratégiquement, surtout quand c'est du pénal, mais de leur faire prendre conscience que leur comportement, par exemple, peut être vécu comme du harcèlement. Mais il y en a qui tombent de leur chaise. C'est ça. Qui sont même, tout à coup, ils sont en dépression de savoir qu'ils ont pu être harcelants, parce que parfois c'est suivant la personne qui le reçoit. Et donc ça, c'est assez génial, cet espace un peu sécurisé de remontée des sujets, parce que des personnes qui même se pensaient bien, etc., sont tout à coup, ont une conscience d'elles-mêmes de leur comportement volontaire ou involontaire. Et donc ça, c'est une manière de grandir ensemble aussi. Moi, je le vois, on associe souvent les alertes à des Julian Assange, Snowden, etc. Mais en fait, nous, on a traité des centaines d'alertes qui ne seront jamais dans la presse. Bien sûr. Et c'est une manière vraiment d'humaniser l'éthique, de voir que c'est au quotidien et de permettre aussi aux personnes de voir leurs propres contradictions. Maintenant, parenthèse sur Trump, il y a quand même 74 millions d'Américains qui ont voté pour Trump. Je ne pense pas que parmi ces 74 millions, tous se disent « il n'est pas éthique, mais on assume, on y va ». Il y en a beaucoup, et il y en a que je connais personnellement, qui sont convaincus que ce sera beaucoup plus éthique et mieux pour le pays avec Trump qu'avec Harris. Donc ça, c'est notre jugement aussi. Et d'ailleurs, les Occidentaux... Parce que c'est mieux. Oui, mais beaucoup en Europe aussi, on est tombé des nues, mais il ne fallait pas tomber des nues. De toute façon, il y a une chance sur deux. Et c'est étonnant, parce que même les Américains dont je te parle, moi, ceux que je connais, ce sont des personnes ultra éduquées, qui ont énormément voyagé, très cultivées, super sensibles aux droits humains, qui sont vraiment dans des ONG aussi, parfois des charities, etc., et qui ont une conviction, mais viscérale, que Trump is the right guy, tu vois. Et c'est pas parce qu'ils se disent, OK, maintenant, on va pas être éthique, on y va avec l'artillerie lourde. Donc ça, c'est très intéressant aussi de voir quelles sont nos propres contradictions en éthique et de ne pas non plus juger trop vite ceux qui vont dans un sens ou l'autre. Maintenant, le sujet éthique derrière, c'est notamment le sujet éthique de la désinformation, des fake news, de la manipulation de la pensée et de la façon dont on s'est créé des aquariums informationnels. On parlait de la radio publique juste avant de commencer. Voilà, quelles sont nos sources d'information aussi et comment on s'informe. Moi-même, je viens d'une famille qui a une dizaine de nationalités sur plusieurs continents, avec plusieurs cultures, et d'où mon nom perché, et plusieurs religions, etc. C'est vraiment très intéressant d'avoir cette diversité, que ce soit dans l'entreprise ou dans une famille, pour dire, en fait, là, ça, c'est typiquement occidental, ou ça, dans tel pays, j'aurais pas du tout fait pareil, ou s'ils votent comme ça, ils pensent comme ça. Ben oui, c'est leur conditionnement, mais ce qui est génial, c'est qu'on peut se déconditionner aussi au fil des expériences, en fait. Comment tu as parlé beaucoup de whistleblowing. Comment tu mets ça en place dans une entreprise? Techniquement, opérationnellement, les gens qui nous écoutent se disent, tiens, c'est une bonne idée. Ça serait bien de le mettre en place, de faire remonter. C'est plutôt, je pense, dans les grosses boîtes. J'imagine que dans une boîte de 50 personnes, tu as moins besoin. Mais tu dis non, donc on va en parler. Mais comment tu le mets en place de manière opérationnelle? Et est-ce que c'est valable, du coup, pour toutes les entreprises? Alors, donc, moi, je l'ai pratiqué. J'ai été convertie à ça bien avant que ce soit une obligation. Mais maintenant, en tout cas, en Europe, c'est une obligation légale pour toutes les entreprises de 50 salariés ou plus. Donc, on y évite d'avoir une ligne d'alerte. Donc, d'avoir un whistleblowing line, en fait. Ou en tout cas un canal d'alerte ou un processus qui permet d'alerter. Cela dit, en dessous de 50 salariés, moi j'ai des entreprises qui sont à 30 salariés ou même à 10 salariés.
et qui ont aussi ça, parce qu'ils se disent, en fait, si on n'a pas ce mécanisme de parole, en fait, ça n'empêche pas du tout les mécanismes de parole existants, d'aller voir ton manager, ton RH, etc. Ça ne remplace rien. Mais parfois, on sait que sur certains sujets, et a fortiori dans les petites entreprises où tout le monde se connaît, c'est plus facile d'avoir quelque chose un peu d'indépendant, de sécurisé pour permettre à certains sujets de remonter, qui peuvent être d'ailleurs en lien avec des fournisseurs. Hein. Ce ne sont pas nécessairement des sujets internes. Donc nous, on le pratique que ce soit 20 salariés ou 100 000 salariés, en fait, et dans le public et dans le privé. Donc en fait, ça s'applique à tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est hyper simple. Il suffit d'avoir un mécanisme, quel qu'il soit, un numéro de téléphone, email, des plateformes tech, etc. Ça dépend vraiment de ce que tu veux, qui permettent aux personnes simplement de faire remonter un sujet. D'accord. La clé, en revanche, c'est qui est au bout du fil. Il faut que la personne qui reçoit l'alerte soit évidemment compétente, savoir, OK, est-ce que c'est du harcèlement, est-ce que c'est de la fraude, est-ce que c'est de la pollution, du conflit d'intérêts. Il faut arriver à, un peu comme un médecin holistique qui dit, OK, en fait, là, on est en oncologie, en dermato, etc., de savoir un peu quel est le sujet, de vite identifier les risques et surtout d'être indépendant. Forcément, si tu es partial ou si tu es impliqué, c'est compliqué. Et d'assurer la confidentialité et la protection du lanceur d'alerte. Et donc la loi a amorcé, une loi européenne qui a amorcé une révolution à ce niveau-là, mais qui existait déjà dans pas mal d'entreprises. Donc un canal, deux, la bonne personne pour écouter, identifier les risques, les appréhender, et trois, ce qu'on oublie beaucoup, il ne suffit pas d'avoir une alerte, c'est comment tu mènes l'enquête. Et en fait, moi, les enquêtes, je trouve ça fascinant. Enfin, vraiment, je vis au quotidien ce qui pourrait être une série Netflix, en fait. Hein. Au quotidien, on gère des enquêtes, que ce soit un membre du COMEX qui a harcelé, que ce soit un investissement dans l'intelligence artificielle, mais avec de la data qui passe dans des pays sous embargo, que ce soit le fait d'avoir financé indirectement un groupe armé, que ce soit même d'avoir discriminé au sein de ton équipe. Donc en fait, il y a plein de sujets. Comment on va mener l'enquête ? Et ça, c'est très chaud. Quelles sont les personnes pertinentes ? Comment on va aller chercher l'info ? Qui va être compétent pour trancher le sujet et adresser le dilemme ? Et souvent, on serait étonné, mais dans la plupart des cas, en fait, ce sont des hauts dirigeants qui sont mis en cause. Ah oui. Des directeurs de filiales, des membres de COMEX, parfois même des personnes qui sont les plus en vue, typiquement le Chief Technology Officer, Chief Innovation Officer. Donc là, il faut avoir les reins solides, et souvent dans la gouvernance même, qui a même de décider par rapport à ces comportements, c'est pas toujours évident, et d'éviter aussi le conflit d'intérêts ou les biais des personnes qui vont devoir appréhender ça. Donc voilà, donc on va avoir un canal, alors on pourrait entrer en détail, et c'est comme ça que d'Hero Cabino, on a créé une spin-off qui s'appelle le Whistleblowing Center, avant même que ce soit une obligation, parce que moi, en fait, je suis vraiment tombée de ma chaise quand j'ai découvert dans une entreprise qu'on avait, comme je le disais, entre 1 et 5 alertes par jour. Alors, alerte, ça ne veut pas dire qu'il y a le feu partout, mais ce sont des sujets, et c'est normal. Et on compte d'ailleurs en moyenne 1 à 5 alertes pour 100 salariés par an. D'accord. Donc, si tu as 100 salariés, une alerte plus ou moins, 1 à 5. Si tu en as 10 000, bon, bah, tu fais le calcul. Tu y es vite, quoi. Tu es à ta centaine par an. Mais c'est génial, parce qu'il y a des leaders qui nous ont dit, en fait, si c'est bien fait, le sujet, c'est pas qu'on va licencier une personne, parfois c'est juste d'appréhender qu'un process ne marchait pas. Et un jour, il y a quelqu'un qui a posé la question au COMEX, de dire, tiens, avec les stats du whistleblowing, est-ce que ça vous a fait revoir des engagements de l'entreprise, la stratégie, ou même votre vision des risques qui étaient les nôtres. Et certains ont dit qu'effectivement, c'était vraiment un nouvel outil d'intelligence business. Ouais, c'est génial, souvent on parle de BI, donc BI, Business Intelligence. Mais en fait, dans la Business Intelligence, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la Business Integrity. Qu'est-ce qui va faire qu'on est intègre ? Et cet outil permet vraiment d'y contribuer. Il y a vraiment des success stories géniales, des cas où un dirigeant a été mis en cause, il y a plein de conflits d'intérêts, alors que la boîte est en restructuration, demander des efforts supplémentaires aux équipes. Et à une clôture d'enquête, on n'a pas que des préconisations de punition, c'est aussi des préconisations d'amélioration. C'est vraiment génial, cette idée d'amélioration continue. On a revu les process, les lignes de reporting, les KPI, les investissements, la manière de manager. Et comme par hasard, une semaine plus tard, 3 personnes en burn-out étaient de retour. D'accord. Et la performance de la filiale concernée a été excellente l'année d'après. Donc ça montre aussi, alors tu vas dire, OK, l'enquête, elle a peut-être coûté autant. Moi, j'aime bien calculer aussi les retours sur investissement après. En fait, tu as parfois des ratios x5, x10 en termes d'impact. Plus toute la procédure potentiellement pénale, pas pénale, mais qui pourrait y avoir, et dans ce cas, il coûterait beaucoup plus cher. Mais il faut savoir que c'est une réalité qu'on voit très peu. Moi, sur les centaines d'alertes et d'enquêtes que j'ai la grande chance de traiter, moins d'1% est allé en justice ou est sorti, en fait. D'accord. Et il faut savoir que si tu ne le fais pas toi-même, si tu ne balayes pas devant ta porte,
tôt ou tard, ça va se retrouver sur les réseaux, où les personnes ont le droit d'aller auprès des autorités aujourd'hui. Il y a du whistleblowing externe. Donc en fait, que tu sois petit ou grand, que tu aies une grande vocation éthique ou pas, c'est une manière très intelligente de savoir ce qui se passe. Un peu comme à la maison, tu vois, dans une famille, de dire est-ce que je suis au courant des problèmes, de ce que par exemple mes enfants vivent à l'école. Il faut avoir cet espace de parole où tu te sens en sécurité. En fait. Safe. Complètement. C'est hyper intéressant parce que tu te dis... vraiment, j'ai vraiment la sensation que la majorité d'entreprises n'y sont pas. Donc du coup, c'est intéressant parce que tu dis, bah ouais, mais alors du coup, comment tu trouves le bon équilibre? Parce qu'en fait, c'est une question de compromis, j'imagine, pour les entreprises aujourd'hui, en particulier par rapport aux limites planétaires auxquelles je faisais référence. Où toi, tu parlais du travail des enfants, et j'imagine que pour plein d'entreprises, il y a une sorte de trade-off à faire qui est très compliqué au final. Parce que là, il devient conscientisé. Et de manière consciente, tu dois faire un trade-off, typiquement sur le travail des enfants, ou par exemple sur les Ouïghours, ou je sais pas... parce que en fait, tu te dis, oui, mais alors du coup, si je le fais pas, ça a ça comme impact, alors comment je peux couvrir cet impact? Ah ben, je peux pas, alors du coup, si je... T'as retrouvé, toi, des clients qui sont comme ça dans un trade-off en permanence sur différents sujets? Oui. Et le trade-off est normal, puisqu'on a tellement d'objectifs. C'est-à-dire qu'il faut quand même que l'entreprise tourne à court terme pour éviter potentiellement des licenciements, ce qui peut être aussi vu comme un impact humain, éthique, compliqué. On parle toujours, il faut être à long terme, pas à court terme. Oui et non, en fait. Le court terme, c'est important aussi. Et donc, il y a du trade-off déjà entre les enjeux éthiques, tu vois, typiquement protéger la vie privée, mais il faut aussi aller prendre de la donnée pour éviter la fraude, tu vois, donc où on va se mettre tous ensemble pour boycotter un pays corrompu. Ah oui, mais si on se met ensemble entre concurrents pour avoir aussi un cartel où on se partage des infos sensibles. Donc en fait, même dans les domaines, j'ai envie de dire, de l'éthique, il peut y avoir des contradictions. Sans parler qu'entre l'éthique et après le court-termisme, money first, etc., il y a des contradictions. Donc, mais la vie est un trade-off, tu vois, quand je suis ici, je suis pas au boulot, quand je suis au boulot, je suis pas avec ma famille, donc... On vit des trade-offs permanents, il faut arriver déjà à rester zen. Ce qui est intéressant, je pense, c'est comment on va accompagner ce trade-off pour qu'il soit, on parle de leadership conscient, comment faire en sorte que ton trade-off soit conscient et que tu puisses vivre avec et le justifier. Tu vois, cette idée un peu de accountability, de responsabilité, de dire, OK, à ce moment-là, on a pris une décision très difficile. On reprend l'exemple de, OK, pour le travail des enfants, mais ça a l'air horrible en soi, mais l'autre alternative était encore pire. Donc, ce n'est pas toujours quelle est la meilleure solution, c'est aussi quelle est la moins pire des solutions dans un contexte donné. Et donc, c'est comment on va accompagner effectivement ces trade-offs. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, il y a des leaders et des entreprises qui nous disent « Est-ce que tu pourrais juste nous parler d'éthique, qu'on sache ce qu'on pourrait mettre dedans ?» Oui, ce que tu dis au tout début. Mais c'est vraiment la base, tu vois, c'est comme la durabilité, qu'est-ce qu'on met dans la durabilité? L'ESG, qu'est-ce qu'on met dedans? Comme dans tout, même la responsabilité, ça veut tout et rien dire. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dedans pour arriver à nous positionner, à nous dire ça, ok, ce sont nos priorités ou ce sont des obligations, et à un moment de dire ok, ça on peut pas être premier de classe en tout, ni tout le temps. Donc comment on va arriver à prioriser et avoir vraiment cette notion d'assumer et de prendre la responsabilité de nos décisions. Mais je vois souvent des décisions qui ont été prises sans être conscient, sans s'être posé les questions éthiques dans le cadre de cette décision. Est-ce que la réglementation, bizarre, enfin de manière contre-intuitive, d'une certaine manière, va dans le sens inverse de l'éthique? C'est-à-dire, enfin, je pense, parce que tu as fait la référence, mais sur la RSE, l'ESG, il y a énormément de réglementations qui arrivent, et du coup, pour les entreprises, beaucoup d'entreprises, j'imagine, elles vont simplement essayer de répondre aux réglementations. Elles vont plus vraiment aller de l'avant sur ces questions éthiques. Tu vois ce que je veux dire? Et je me demande dans quelle mesure... Alors, après, c'est une discussion de libertarien, quasiment, de dire, est-ce qu'il faut laisser tout voile aux entreprises? Et j'imagine que la réponse, elle est sur un spectre, hein, c'est toujours la même chose, mais pour leur permettre d'être éthiques, ou est-ce que je leur mets beaucoup de contraintes pour qu'ils fassent au moins ça, tu vois, quitte à ce qu'ils trouvent des moyens détournés de faire autrement. Oui. Alors c'est une question géniale et moi qui m'anime, parce qu'on me dit tu es avocate en éthique, mais c'est pas un domaine du droit, tu vois. Mais je me sers du droit pour faire de l'éthique, mais pas le droit, d'ailleurs je dis droit et pas réglementation ou régulation volontairement. Le droit peut être éthique et non éthique. C'est-à-dire qu'il y a évidemment de l'éthique dans les socles, notamment des droits fondamentaux,
Même si tu vois, la réglementation de l'IA, il y a des enjeux éthiques derrière, de protéger la sécurité, la démocratie, la vie, etc. Donc le droit, ce qui est génial, c'est qu'en tout cas pour le socle du droit qui promeut l'éthique, qui d'ailleurs définit finalement des principes éthiques et sociétaux, pardon, là ce qui est génial, c'est de commencer par le droit, parce qu'il a été normalement démocratiquement adopté, il se veut en tout cas d'application générale, et il peut être appliqué en cas d'infraction via les tribunaux. Donc là, tu as un mécanisme d'effectivité et même de légitimité que tu n'as pas dans l'éthique, qui ne se trouve pas dans le droit. Donc de déjà se poser la question, qu'est-ce qui dans le droit est éthique, c'est déjà pas mal de commencer par ce que j'appelle l'éthique obligatoire. Mais qui fait ça? C'est le département juridique de l'entreprise, s'il y en a un, je veux dire. Alors certains, oui. Ou bien, parfois, justement, on les accompagne à se dire, voilà, est-ce qu'on peut se rappeler déjà de l'ADN du droit de base, qui sont en fait les droits humains. Et ça se résume sur une page. Hein. Moi, je dis toujours, les droits humains, c'est une page. Hein. Donc voilà, ta checklist déjà. Donc ça, c'est assez génial de revenir aussi à l'essence du droit, en tout cas qui se veut éthique, c'est ce socle qui est à la fois du droit et de l'éthique. Donc tu fais d'une pierre plein de coups, en fait. Donc ça, c'est la conformité éthique, c'est la partie qui est identique. Maintenant... Mais c'est quand même fou, tu te réalises que ce que tu viens de dire, c'est quand même très étrange de dire, est-ce que le droit est éthique? Enfin, cette question-là, elle est bizarre d'une certaine manière. Pour beaucoup de gens, pardon, je t'ai coupé, mais... Tout à fait. C'est pas neutre de dire ça, enfin, parce qu'en fait tu te dis bah attends, mais le droit forcément c'est éthique par définition, enfin c'est le but du droit. Ouais. Alors là où on peut dire que le droit n'est pas éthique, c'est qu'effectivement il y a des normes typiquement, soit qui ne vont pas assez loin pour être éthiques, on pourrait dire par exemple les normes environnementales ne vont pas suffisamment loin aujourd'hui, donc c'est un premier pas, mais si tu veux vraiment être éthique, il faut aller au-delà du droit. Donc je ne dis pas que le droit n'est pas éthique, mais il n'est peut-être pas suffisamment éthique. Et puis il y a des droits qui ne sont pas du tout éthiques selon certains, hein, chacun son référentiel, alors c'est le jugement, mais de dire typiquement, c'est là qu'on voit de la désobéissance citoyenne notamment, de dire on bloque les frontières, c'est la règle, et c'est vrai qu'il faut quand même accueillir des réfugiés chez eux en désobéissance en fait. De dire en fait non, moi mon éthique veut qu'une entreprise contribue au fait de faire un sauvetage en mer alors qu'ils savent qu'il y a une nouvelle norme qui veut que ce ne soit pas le cas. On a vu des gens en prison à cause de ça, c'est fou en fait. Voilà, mais c'est quand même... Voilà, donc il y a vraiment l'ensemble, le droit éthique, et ça c'est génial, tu fais d'une pierre deux coups. Il y a la partie où en fait c'est pas assez éthique ou c'est pas éthique. Ce qui est pas éthique est heureusement un peu plus rare. Après ça dépend, il y a aussi du droit dans des dictatures, ça on peut se poser la question, mais alors on n'a pas le truc de légitimité ou de démocratie. Maintenant, l'image qu'on se fait de la régulation, et c'est tout à fait normal, c'est que c'est une contrainte, que c'est chiant en fait. Oui. Et on peut s'avouer, une loi, ça fait 150 pages, c'est illisible, si tu as des problèmes de sommeil, tu te prends une petite loi, et en 2 minutes, c'est réglé. Le problème du droit, c'est comment on l'a fait. C'est qu'en fait, il faut écrire beaucoup de choses. Ça se traduit sur des mots sur du papier. Et c'est là qu'en fait, on a perdu les gens sur le droit, même sur la régulation. C'est que c'est totalement indigeste. C'est que c'est parfois siloté. Donc, il y a une nouvelle loi qui sort, une nouvelle réglementation. On ne se demande pas toujours comment elle va s'articuler avec les autres. Et on se retrouve même en tant qu'avocat dans une espèce de capharnaüm réglementaire, qui est aussi un capharnaüm pour les entreprises. Et donc là, les entreprises se sont retrouvées, et on le comprend, dans une approche réactive, de dire « Ok, GDPR, on fait quoi? Le AI Act, on fait quoi? La nouvelle réglementation financière, on fait quoi ?» Et en fait, il y a tellement de réglementations, tu es tout le temps en train de courir après la nouvelle réglementation pour être quand même en conformité, et sans te poser de questions éthiques. Et en fait, j'ai eu 2 expériences récentes qui, moi, m'ont marquée. Une entreprise dans l'industrie lourde et une entreprise en pharma. Ce sont deux secteurs qui sont très réglementés, qui ont un budget presque illimité dans tout ce qui est justement respecter les règles. Mais on parle d'équipes vraiment d'une centaine de personnes sur la conformité, quoi. Et qui sont venus nous voir en disant on a perdu le sens. Le sens au sens de direction, où on va, et le sens au sens de signification. En fait, on s'est tellement perdu dans les méandres du droit qui nous dit comment on doit faire, est-ce que notre paquet doit avoir tel truc, même la lampe, tu vois, elle est réglementée, en fait, on est entouré de règles partout sans le savoir. Mais du coup, on a été tellement, et ça c'est l'effet collatéral dommageable du droit dans le comment, c'est qu'en fait, on est dans une telle boulimie qu'effectivement, on a perdu le fameux ADN dont je parlais au début. Et ça, c'est très intéressant, ce sont des entreprises qui sont en train de prendre l'hélicoptère, si je puis dire, pour avoir une vue d'ensemble. Et on a des projets d'accompagnement par sur 1 an, 6 mois, 2 ans, avec une roadmap, de dire, OK, comment on va redéfinir l'essence de l'éthique
qui peut se retrouver dans le droit, mais sans se perdre, justement, dedans. Et moi, j'ai eu l'occasion, je travaillais notamment dans les relations internationales, où on conseillait des gouvernements sur les changements de loi. Il y a un pays en Amérique latine qui est génial. Alors, c'est pas le pays le plus... c'est pas un modèle en tout, c'est un pays très corrompu, mais néanmoins, ils ont un système génial, c'est que pour toute nouvelle loi qui sort, ça doit passer par une espèce d'autorité de contrôle pour savoir si la loi est suffisamment cohérente avec les autres et si on ne pourrait pas en supprimer une. Tu vois, c'est un peu, t'achètes un nouveau vêtement, t'en donnes un, quoi. Comme ça, ça n'explose pas. Mais ça, c'est génial, une forme de rationalisation du système pour que ce soit légible. Je te donne un exemple, il y a des entreprises qui sont dans le digital. Ils disent comment faire en sorte que notre digital soit éthique, même ne fût-ce qu'avant éthique, conforme. Même en tant qu'avocat, c'est un boulot de fou d'aller recenser toutes les lois qui s'appliquent au digital. Il n'y a pas que, si tu as de l'IA, il y a la régulation de l'IA, mais il y a plein d'autres droits qui s'appliquent à l'IA, et j'en reviens même aux droits humains. Est-ce que vous avez posé les questions de la non-discrimination, de la pollution, etc. Donc moi, j'adore commencer par les droits humains, parce que ça, c'est vraiment du droit et de l'éthique. Toutes les réglementations qui se conforment, ça, c'est ce qu'on appelle plus du regulatory. Tu as des départements un peu spécialisés sur le comment, un peu plus, j'ai envie de dire, le sujet point-virgule. Et puis, le fait de ressortir de tout ça et se dire, OK, maintenant, où on va ? Comment on y va et comment on redonne du sens. Il y a des équipes juridiques qui y vont, il y en a qui n'y vont pas, il y en a qui font ça en conformité, il y en a qui font ça en RSE. Donc là, il y a aussi un sujet de savoir à qui on parle au sein de l'entreprise. Et l'autre exemple, donc, dans l'industrie lourde, là, ce n'est pas une grosse équipe. Tout est un peu à différents endroits. Tu vois, une réglementation, c'est aller au procurement, une autre réglementation, c'est aller à l'audit, etc. Ouais. Donc tout est un peu éparpillé. C'est une boîte très ancienne dans l'industrie mondiale. Et ils ont dit, en fait, c'est quoi notre éthique et notre conformité ? On n'a même pas un plan, en fait. On n'a même pas un plan. Et après, se pose la question, est-ce qu'il faut une équipe ? Est-ce qu'il faut une personne ? Et comme l'éthique, c'est un peu l'affaire de tous, mais du coup, c'est l'affaire de personne. Par définition. Est-ce qu'on met quand même quelqu'un ou pas ? Et en fait, moi, je dis souvent, l'éthique, c'est pas un département, c'est pas un document, c'est un comportement, mais il faut quand même le générer, ce comportement. Donc, quel est le... Et il n'y a pas un modèle qui fonctionne pour tout le monde. Donc là, il faut aussi s'adapter. Et un dernier exemple que j'adore, il y a un de nos clients, c'est une start-up, ils étaient 2 fondateurs au début, aujourd'hui, ils ont grossi. Mais les 2 fondateurs, au début, ont dit, ils étaient dans tout ce qui était objets connectés. Ils ont dit, on veut être éthique, comment on fait ? Par où on commence ? Et ils nous disent, Mona Caroline, on te rappelle qu'on est 2. Et qu'on n'a pas beaucoup de budget, on veut faire une première levée, mais on veut quand même être éthique by design, dès le début et tout au long de notre chaîne de valeur. En tout cas. Et on l'a fait. Donc, encore une fois, il ne faut pas non plus une armée pour le faire. Et même parfois, quand on est une armée, du coup, on se dit, OK, on est bon, tout est fait, alors qu'on a perdu justement le sens éthique. Je ne sais plus quelle était ta question, mais j'espère que j'ai répondu. En tout cas, j'allais passer sur la technologie, sur l'IA. Tu parlais tout à l'heure de suicide. Il y a, je ne sais pas si tu as suivi cette histoire de cet adolescent américain en Floride qui est tombé amoureux d'une IA. Alors, j'ai plus le nom de la société, mais en gros, ça te permet de discuter avec des avatars. Là, en l'occurrence, c'est un avatar de Game of Thrones, de l'héroïne de Game of Thrones. Lui, il est tombé amoureux de ce personnage, tout en sachant très bien que c'était, c'est bizarre, hein, mais tout en sachant très bien que c'était évidemment un personnage de fiction. Et en fait, l'IA, pas elle l'a pas invité au suicide, elle lui a pas dit suicide-toi, évidemment pas. Mais en fait, elle est là, enfin, l'algorithme, pour maximiser l'interaction. Donc en fait, au final, lui, il racontait des trucs d'amour et d'une certaine manière, l'IA répondait de manière positive. Voilà. Et il a fini par se suicider. Et c'est ce genre de situations qui peuvent sembler... Et eux, évidemment... Enfin, je pense qu'ils sont un peu démunis d'une certaine manière, parce que quelque part, ils n'ont jamais cherché, ils n'ont jamais invité au suicide, c'est pas du tout prévu dans le programme. Le fait est que ça arrive, et c'est pas le premier. Et ce genre de cas-là, ils sont hyper intéressants, parce que nouveaux par ailleurs, parce que c'est de l'IA, et donc par essence, même si l'IA, c'est pas si nouveau que ça, c'est des années 60, hein, c'est pas... l'IA ne date pas de l'année dernière, c'est pas ChatGPT, hein. mais bon, voilà, on va pas faire un cours sur l'IA. Comment on gère ce genre de situation quand on est une entreprise, et quels sont les enjeux que l'IA ou le digital de manière générale amène en termes d'éthique? Alors, c'est un sujet qui nous passionne tellement qu'on a créé un programme en éthique numérique, comme tu le sais, de l'IA. Mais ce qui est assez
à la fois génial et dramatique dans l'IA et dans le digital, c'est de prendre pour acquis que c'est de l'innovation. Parce que chaque fois qu'il y a un nouveau truc, on se dit c'est de l'innovation. C'est un peu un amalgame sémantique. Mais encore une fois, c'est parce que c'est de l'innovation nouveau que c'est du progrès. Et donc, avant même de se poser la question de l'éthique de l'IA, est-ce qu'il y a un risque de suicide, de discrimination, d'atteinte à la santé, etc., c'est quand on apporte quelque chose sur le marché, ou quand même en R&D, on est en train de développer un nouvel outil ou une technologie, pourquoi ? Pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots ? À quoi ça va servir déjà ? Donc typiquement l'avatar Game of Thrones, à quoi ça servait au départ ? Si ce à quoi c'est censé servir n'a déjà pas de sens d'un point de vue humanité, est-ce qu'on y va ou pas ? Donc ça, moi, je connais des projets où on a dit, en fait, finalement, on n'y va pas. C'était un robot qui allait faire du pole dance. Les ingénieurs trouvaient ça très marrant, c'est génial, c'est peut-être une prouesse technologique. Alors, si ça permet justement de sortir des femmes de ce type de métier et de les rendre pilotes de robots plutôt que d'être elles-mêmes en train de devoir le faire, pourquoi pas ? Il n'y a pas de jugement. Donc là, mais si la finalité est uniquement autre qu'un enjeu un peu vertueux ou respectueux, on peut même se demander si ça vaut la peine. J'ai eu le cas aussi récemment d'IA pour reconnaître les émotions quand tu entres dans un magasin, dans une boutique. Et ils nous dit, est-ce que vous pourriez nous faire l'analyse éthique de notre super système de reconnaissance des émotions ? Parce que comme c'est de l'IA, on trouve ça super. Et on a dit, mais ça sert à quoi ? Déjà, avant même de se poser des questions éthiques, ça sert à quoi ? Ben ouais, ça permet de voir les émotions des personnes. Ok, mais ça sert à quoi ? Ben, du coup, à avoir une expérience plus personnalisée. Ok, mais pourquoi ? Ben, du coup, on pourra vendre quelque chose qui est plus adapté. Ah, ça m'intéresse. Mais on pourra peut-être aussi voir qu'en fait, elle est triste, et on sait que quand les gens sont tristes, ils ont tendance à acheter plus. Donc là, on va exploiter l'émotion pour en fait exploiter la personne. Donc là, on est en train de basculer. Donc ça, c'est déjà très intéressant de poser le pourquoi, mais parfois on a dit pourquoi jusqu'à arriver vraiment jusqu'au bout du sujet. Typiquement pour le Game of Thrones, on pourrait dire, c'est pour lutter contre la solitude ou pour permettre aux personnes qui sont isolées ou qui sont introverties de prendre confiance en elles. C'est presque un coach automatisé en fait, et même customisé. Donc là, le pourquoi est intéressant. Mais donc l'éthique, pour moi, se pose déjà à l'endroit de poser, encore une fois, les bonnes questions assez tôt et assez haut dans le projet pour savoir si on y va ou pas. Parce que sinon, c'est juste un truc nouveau, mais c'est pas pour ça que c'est du progrès. À supposer que le pourquoi soit intéressant, là, effectivement, on peut se poser la question des effets secondaires, j'ai envie de dire, prévisibles ou non prévisibles, parce qu'il y a aussi du deep learning, où là, la machine apprend d'elle-même, et on ne peut pas prédire nécessairement tout ce qui pourrait se passer de bien ou de mal avec la nouvelle technologie. Et c'est là, effectivement, qu'on en vient à cette espèce de réflexion collective. On peut avoir un canevas de questions éthiques qu'on pose systématiquement, mais aussi l'éthique, personne n'a le monopole de l'éthique, mais donc d'avoir vraiment un moment de réflexion pour se demander, ok, là, quels sont nos risques éthiques ? Et on le voit, comme je disais ici avec l'avatar, mais c'est comme l'exemple des jeux vidéo que je donnais, qui poussent au suicide, à l'addiction, etc. Est-ce que ce risque-là est, en termes de probabilité, de gravité, important ? Et si oui, est-ce qu'on est capable de le minimiser ou de l'annihiler suffisamment ? Si oui, on y va quand même. Sinon, est-ce qu'on y va quand même ou pas ? Et si on y va, comment est-ce qu'on va alerter ou arriver à arrêter, par exemple, l'avatar, si tu sens que la personne arrive dans une dépendance affective et émotionnelle telle qu'on est en train d'atteindre à sa santé mentale, voire à sa vie, de pouvoir aussi arrêter le système, ou accompagner, ou avoir du coup un humain qui entre dans la danse. Donc voilà, c'est pourquoi on y va, c'est déjà de l'éthique. Quels sont les risques ? Oui, non. Est-ce qu'on arrive à les minimiser ? Et si on ne peut pas complètement les minimiser, il reste toujours un delta de risque, soit parce que ce n'était pas prévisible, soit parce qu'en fait, on n'arrive pas à le mettre à zéro. Comment on va l'encadrer ? Ou est-ce que là aussi, on peut dire non à différentes étapes ? Et à supposer qu'on le mette sur le marché ou qu'on le mette en place, comment on va monitorer aussi la vie de ce robot et de son interaction avec l'humain ? On parle souvent de by design, d'éthique by design, qui est, je pense, faussement traduit en français par éthique dès la conception. On croit qu'une fois que c'est conçu, c'est terminé. Non, en fait, c'est dès la conception et tout au long de la vie de ce robot. Donc oui, ça, c'est un excellent exemple de dérivé, mais il ne faut pas aller très loin. Il ne faut pas nécessairement un avatar
je veux dire, sexy, qui a l'air innovant, une prouesse technologique. Il suffit de voir même la manière dont l'algorithmie des réseaux sociaux fonctionne. C'est d'ailleurs une lanceur d'alerte qui avait indiqué que dans l'algorithmie, il y avait plus de points quand ça suscitait la haine, la tristesse, etc. Donc, moi, je suis... ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ça vient d'ailleurs du droit. C'est un principe de neutralité vis-à-vis de la tech. C'est ni bien ni mal. C'est ça, c'est ce ça que j'allais dire. Ça peut le meilleur comme le pire. Mais comment on va essayer de maximiser le meilleur, de minimiser le pire, tout en ayant aussi une réflexion dynamique. Parce qu'un robot peut se comporter comme ça un jour et comme ça un autre jour. On l'a vu aussi, on a travaillé sur des voitures autonomes dans la Silicon Valley, les premières boîtes à avoir la licence de voiture autonome. Bon, c'est génial de pouvoir aller d'un point A à un point B. Même de permettre aux personnes âgées de ne plus devoir se déplacer. Enfin, voilà, il y a vraiment... Le pourquoi avait du sens. Génial, on y va. Sauf que tu te retrouves dans l'équipe R&D qui va programmer aussi, en cas d'accident ou de dilemme de est-ce que je dois écraser un piéton, est-ce que je tue le passager, parce qu'il y a quand même parfois des passagers dans les voitures autonomes, etc. Mais en fait, tu te retrouves avec des ingénieurs qui deviennent juges de notre humanité. C'est eux qui vont programmer ce qui sera OK ou pas, si quelqu'un va mourir ou pas, si l'algorithme va donner des points et avec le risque de suicide, qui va mourir ou même qui aurait une santé impactée ou la pollution, etc. Donc, il faut vraiment aujourd'hui éviter les omertas. Il y a beaucoup de omertas qui existent dans les engineering rooms, les développeurs qui sont un peu les tech, les cool guys. C'est pas si cool d'être ingénieur en IA et en tech. Et donc, c'est à cet endroit-là, en tout cas en IA et en tech, qu'il faut accompagner la réflexion éthique. Et j'en reviens encore au whistleblowing. On a des ingénieurs parfois ou des développeurs tech qui nous disent on a une pression de fou de sortir cet objet connecté, par exemple, parce qu'en fait, c'est une prouesse, c'est sympa, voilà. Mais il y a 2-3 sujets, moi, qui m'inquiètent, notamment sur des biais discriminants. Parce que tu pars toujours sur de la data, et la data, elle n'est jamais pure, en fait. Hein. Ouais. Elle est souvent weird, pour le coup, pour reprendre l'acronyme. Pardon ? Elle est souvent weird, pour reprendre l'acronyme. Je crois que on base... typiquement, la médecine, on base la médecine mondiale sur 22% de la population. Donc, Ce qu'on sous-estime, c'est que l'IA a pour principe quand même en général d'automatiser, d'autonomiser une machine. Donc elle n'a plus trop besoin de l'humain ou d'un check. Ça veut dire que si dans la programmation, tu as justement by design un problème, que ce soit discriminant, d'atteinte à la santé, etc., c'est bien pire que juste un cas de harcèlement dans une équipe. Ah oui, bien sûr. Parce qu'en fait, tu pourrais en avoir des millions par jour, automatisés, opacifiés, en fait. On avait vu ça avec Microsoft, tu te souviens, avant de ChatGPT, où ils ont commencé à l'insulter sur Twitter, je crois, mémoire, et elle a commencé à insulter, à tenir des propos nazis, etc. Ça et donc ça, c'est assez fascinant, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent « Ah ouais, c'est un peu sexy, le sujet de l'IA, il y a fortiori de l'éthique de l'IA ». En fait, c'est pas sexy du tout. C'est que dès lors que tu touches à l'IA, que ce soit comme développeur, déployeur ou utilisateur, tu pourrais être dans une automatisation de la corruption, de la discrimination, etc. Donc même si c'est peut-être que 2% de ton business aujourd'hui, ça peut être 90% de tes problèmes, en fait. Donc d'où l'intérêt, et c'est parfois difficile de faire du reverse engineering une fois que tu as codé. Moi, j'en ai qui m'ont dit, nous, on est éthique by design, parce qu'on respecte la vie privée, les données personnelles. Mais en fait, il n'y avait même pas de données personnelles pratiquement dans le truc, parce que c'était anonymisé, agrégé, etc. En revanche, il y avait des gros biais discriminants parce que même l'équipe elle-même n'était pas diversifiée. Ouais, bien sûr. Donc ça marchait que pour les blancs, par exemple. Mais c'est dingue. Donc tu vas mettre des millions dans une IA qui va être juste une IA raciste. C'était pas ton objectif, mais c'est le résultat ou le risque potentiel. Donc ça, c'est absolument fascinant, le sujet. Je parlais des générations, tu vois, éthique théorique, éthique comportementale. Mais il y a l'éthique technologique aujourd'hui aussi. C'est un peu la 3e génération de l'éthique. Parfait. Merci beaucoup, Caroline. C'est hyper intéressant. En fait, c'est un sujet qu'on maîtrise mal, qu'on comprend pas, parce qu'en fait, parce que c'est la première chose que tu as dit, d'ailleurs, on n'y réfléchit pas. Et donc, c'était passionnant. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode de Ping. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode.